Chapitre 7. Ce n'est vraiment pas une partie de plaisir, constata Scott Marlowe, précédant Higgins dans les couloirs de la morgue. Le superintendant n'aimait ni le sang ni les cadavres. À l'heure de la police scientifique, où l'ordinateur se montrait capable de résoudre 1000 énigmes, pourquoi fallait-il encore se frotter à d'aussi détestables réalités? Mais Higgins avait insisté pour voir les restes suppliciés des deux victimes, Lisbeth et Jenny. Scott Marlowe s'en était étonné. D'ordinaire, l'ex-inspecteur-chef ne suivait que sa propre méthode, presque indifférent aux indices que le Yard qualifiait de objectifs. Cette fois, Higgins paraissait soucieux et revenait à l'ABC du métier. Le légiste en blouse blanche, à la tête coiffée d'un calot, tira lui-même les deux tiroirs réfrigérés contenant les dépouilles des deux jeunes femmes. Quand il ôta le drap, Marlowe ferma les yeux. Le spectacle était insoutenable. Higgins, qui avait pris soin d'absorber des granules de Nux, vomiqua de chez Nelson's, afin d'éviter toute manifestation intempestive de son estomac, dut néanmoins faire appel à toutes les ressources de son self-control. Sous la lumière impitoyable d'un néon, il constata les terribles blessures infligées au corps des victimes. Toutes deux avaient été égorgées avec une rare violence, la tête étant presque séparée du tronc. En ce qui concerne le ventre, indiqua le légiste très sombre, j'ai réparé un peu. C'était trop affreux. Vous avez les rapports et les photos. Vous voulez les voir? Il le faut bien, soupira Higgins. Les mutilations. Heureusement pour les victimes, elles ont eu lieu après la mort. Pendant que le médecin administrait un cordial à Scott Marlowe, l'ex-inspecteur-chef, profondément remué, examina les documents tout en se référant à plusieurs reprises à des notes prises sur son carnet noir. Pensez-vous que ces crimes soient l'œuvre macabre de quelqu'un qui connaît l'anatomie? Demanda-t-il au légiste. Si l'on veut, mais pas besoin d'être un grand chirurgien. Un boucher aurait pu agir de la sorte. Je soulignerai surtout l'incroyable démence de l'assassin. Il a frappé avec une force de schizophrène au maximum de sa crise. Je n'ai jamais vu ça. Une vraie bête féroce. Les deux victimes ont-elles subi des agressions sexuelles? Pas la moindre, inspecteur. Je suis formel. L'assassin voulait tuer et détruire, rien d'autre. Le cauchemar continuait à prendre forme. La date des meurtres, les crimes eux-mêmes, les affreuses blessures, la mutilation, l'acharnement, tout cela portait la marque de Jack l'Éventreur. Quant aux suspects repérés par le superintendant Marlowe, n'étaient-ils pas les inquiétantes réincarnations de ceux de l'horrible année 1888? Il y avait de quoi devenir fou. Certains ne tarderaient pas à croire que Jack, l'éventreur, n'était pas mort, et qu'après de trop courtes années de répit, il avait décidé de se lancer dans une nouvelle croisade meurtrière, et contre les dames de petite vertu de Whitechapel. Cela ne se pouvait pas. Utilisant de vieilles méthodes apprises en Orient, où il avait passé son adolescence, Higgins ralentit sa respiration et retrouva un calme propice à la réflexion. Ces crimes atroces n'avaient pas été commis par un spectre, mais par un être de chair et de sang. Fût-il dément, il avait un mobile et répondait à une logique. À Higgins de les découvrir pour éviter d'autres drames. Quand le grand patron de Scotland Yard ouvrit lui-même la porte de son bureau et pria Higgins d'y entrer, Scott Marlowe contint difficilement un soupir de soulagement. La négociation avait été longue et difficile. Convaincre Higgins de revenir en des lieux où, en raison de son sens trop aigu de la vérité, il avait décidé de mettre fin à sa carrière, après avoir bravé la hiérarchie, constituait un véritable exploit. Par bonheur, les temps avaient changé. Le lord chargé de diriger le Yard n'était plus le même. C'était sans doute la raison majeure pour laquelle Higgins s'était laissé fléchir. Marlowe et son collègue prirent place dans deux fauteuils de cuir fauve à haut dossier. Le grand patron du Yard, un homme hautain et sec, d'une 60aine d'années, s'installa derrière son bureau, vide de tout papier. Il décrocha son téléphone et exigea qu'on ne le dérangeât pas pendant son entretien, quelle que fût la durée de celui-ci. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, inspecteur Higgins. Depuis que vous êtes à la retraite, vous avez, à plusieurs reprises, évité bien des difficultés au Yard et aux plus hautes autorités de ce pays. Me permettez-vous de vous en féliciter? Ce serait tout à fait excessif. Le mérite en revient à mon ami, le superintendant Marlowe. En consentant à me demander conseil en quelques occasions, il m'a honoré de sa confiance.
Le grand patron du Yard regarda Scott Marlowe d'un autre œil. J'en prends note. Vous ne nierez pas, cependant, être considéré comme le meilleur né du Yard par de nombreuses personnes dont la compétence ne saurait être mise en doute. Vous connaissez comme moi, sœur, la versatilité des opinions humaines. Admettons, je suis heureux de constater que le superintendant Marlowe s'est assuré votre concours dans cette horrible affaire. Auriez-vous un début de piste? Scott Marlowe n'en menait pas large. Il craignait que l'ex-inspecteur-chef se montrât peu conciliant, voire acide envers le chef d'une hiérarchie qu'il avait combattue. Mais Higgins semblait en proie à des tourments qui lui faisaient oublier cet austère bureau et la personnalité administrative de celui qui l'occupait. À mon avis, sœur, cette affaire est extrêmement grave, beaucoup plus grave encore que nous ne l'imaginons. Le patron du Yard fronça les sourcils. Pourquoi ce pessimisme? Le 31 août, rappela Higgins, une prostituée de Whitechapel, Lisbeth, a été assassinée. Le 8 septembre, ce fut le tour de sa collègue Jenny. Le 31 août 1888, Jack l'Éventreur a tué Mary Nichols. Le 8 septembre, Annie Chapman. D'après l'examen des cadavres, le criminel que nous recherchons a imité son abominable prédécesseur. Vous ne voulez quand même pas dire... Higgins se leva et, mains croisées derrière le dos, arpenta le bureau du grand patron du Yard, Scott Marlowe. Craignit un instant que ce dernier ne fût offusqué par cette conduite. Peu protocolaire, mais il demeura suspendu aux lèvres de l'ex-inspecteur-chef. Il n'existe que 3 solutions, sœur. La première relève de l'irrationnel, le plus absurde. Jack l'Éventreur utiliserait un élixir de jouvence qui lui permettrait de continuer à frapper. Mais en ce cas, pourquoi aurait-il attendu si longtemps avant de reprendre ses sinistres activités? La seconde est exigée par la raison la plus obtuse. Nous serions en présence de simples coïncidences. Vouer un tel culte au hasard, après tant d'indices troublants, me paraîtrait plutôt léger. Aussi suis-je partisan de la troisième solution, le retour de Jack l'Éventreur. Le grand patron du Yard sursauta. « Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'un assassin a emprunté la personnalité d'un assassin qui a commis des crimes parfaits, puisque son identité n'a jamais été clairement établie. » Higgins s'immobilisa et regarda fixement le grand patron du Yard dans les yeux. Les interrogations inquiètes qu'il y lut lui prouvèrent que le nouveau Dessau, maître de la plus célèbre police du monde, ne connaissait pas les dessous de l'affaire, criminelle la plus mystérieuse du siècle précédent. C'était préférable. Dans le cas contraire, l'ex-inspecteur-chef aurait sans doute dû abandonner toute initiative. Mais le véritable danger n'était pas écarté pour autant. Vous savez comme moi, sœur, que des soupçons ont pesé sur des personnalités très en vue et que la personne court elle-même à trembler pour sa réputation. Malheureusement, dans la liste des suspects, établie avec une rare compétence par le superintendant Marlowe, il y a des noms qui, là encore, évoquent de bien désagréables souvenirs. Scott Marlowe tendit à son supérieur la liste évoquée par Higgins. C'est en effet fort désagréable. Reconnut le grand patron du Yard. Je présume que vous souhaitez pouvoir agir en toute liberté. Higgins reprit sa lente marche de long en large. C'est l'évidence même, sire, avec les impératifs de doigté et de discrétion qu'une telle enquête implique. Mais il est un fait angoissant que je dois mettre en lumière. Le 30 septembre, Jack l'Éventreur a commis 2 nouveaux meurtres. Dans la même journée, à quelques heures d'intervalle, il a assassiné 2 autres prostituées de Whitechapel, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, en se livrant à une boucherie encore plus sanguinaire que lors de ses précédents forfaits. Et vous craignez que le même drame. Un lourd silence envahit le bureau. Un instant abasourdi, le grand patron du Yard se reprit. « Parfait. Puisque nous sommes prévenus, nous allons agir. Whitechapel sera bouclé par un formidable dispositif policier, le plus beau quadrillage que le Yard ait jamais mis en place. Ce nouvel éventreur comprendra qu'il n'a aucune chance d'agresser une femme, sans être immédiatement capturé. Quand Sir Robert Peel, dont j'occupe aujourd'hui le fauteuil, a fondé Scotland Yard en 1822, il lui a fixé des buts: protéger la vie et la propriété, préserver la tranquillité publique et lutter contre le crime.
Messieurs, je prends l'engagement formel que ces impératifs seront respectés. Restent les suspects, ajouta Higgins, moins ému que Scott Marlowe par la beauté altière de la déclaration. En effet, reconnut le haut fonctionnaire, quelle sera votre ligne de conduite? L'ordre et la méthode, sir. Il me faut vérifier certaines déclarations, comprendre la signification de certains silences, apprécier la portée de certaines omissions. Si, avec un peu de chance, je parviens à arrêter le coupable avant le 30 septembre, nous serons tous soulagés. Si j'échoue, ne conviendrait-il pas de mettre tous ces suspects sous surveillance, afin d'empêcher de nuire l'assassin qui se cache parmi eux? Dans la mesure où ma théorie est exacte, le nouveau Jack l'Éventreur est obligé d'agir à cette date précise. En l'en empêchant, nous lui infligerons une défaite qu'il ne pourra pas supporter. Excellente idée, reconnut le grand patron du Yard. Le superintendant prendra les mesures nécessaires. Il y a tout de même un bon signe. Messieurs, la presse ne s'est pas encore emparée de l'affaire. Le lendemain matin, The Sun publia le premier article d'une longue série consacrée au retour de Jack l'Éventreur. Avec un goût prononcé pour l'horrible, le rédacteur rappelait les mutilations subies par les victimes, évoquait le témoignage des modernes habitants de Whitechapel, invectivait Scotland Yard pour la mollesse de ses recherches, puis posait une série de questions plus inconvenantes les unes que les autres. Jack l'Éventreur n'avait-il pas échappé à l'arrestation parce qu'il était un avocat célèbre, ou bien un chirurgien protégé par la cour, ou bien encore un duc, petit-fils de Victoria et frère du futur George V? La couronne n'avait-elle pas exigé la démission du chef de la police et jeté un voile pudique sur cette affaire qui touchait l'honorabilité de la famille royale? Un écotier osa même écrire que l'oncle de la reine-mère et grand-oncle de la reine, Elizabeth II, n'était autre que Jack l'Éventreur, une verte réplique du grand patron de Scotland Yard, prolongée par celle du ministre de la Justice, du porte-parole du gouvernement et de celui de la famille royale, modéra une campagne de presse bientôt jugée excessive par l'opinion publique. Mais l'inquiétude ne cessa de grandir et la rumeur de se propager. Le 11 septembre, Higgins, qui avait préféré résider chez un ami plutôt que d'accepter le logement de fonction offert par le Yard, se rendit au bureau de Scott Marlowe pour y faire le point. « C'est insensé, Higgins. Nous croulons sous des centaines de lettres écrites par des démons. Ils ont tous vu Jack l'Éventreur, de Liverpool à Glasgow, en passant par Canterbury. Quant aux appels téléphoniques, je préfère ne pas en parler. Le standard est saturé en permanence. Il y a même un membre de la Chambre des Lords, à qui j'ai été obligé d'accorder rendez-vous, et qui m'a déclaré, avec le plus grand sérieux, que Jack l'Éventreur était un vampire n'agissant qu'à la pleine lune. Pour preuve de ses dires, il m'a montré un grimoire rempli de formules de sorcellerie. L'important, mon cher Marlowe, est que vous et moi gardions notre sang-froid. Et vous avez vu cette affiche inouïe. L'ex-inspecteur-chef lut le bizarre message, placardé sur un certain nombre de murs de la capitale. Il expliquait dans une langue approximative et avec quelques fautes d'orthographe que Jack l'Éventreur était un magicien, noir décidé à tuer 7 femmes afin de se rendre invisible et de pouvoir célébrer des orgies en toute impunité. Ne négligeons aucune piste, jugea Higgins. Face à un génie du mal comme celui que nous affrontons, nous devons faire preuve d'humilité. Notre monde est devenu complètement fou, se plaignit le superintendant. Celui de Jack l'Éventreur ne valait guère mieux. Dans notre profession, mon cher Marlowe, mieux vaut abandonner toute illusion. Avez-vous vérifié les informations les plus insensées? J'ai mis des dizaines d'hommes sur l'affaire. Pour le moment, rien d'intéressant. Le labo m'a quand même envoyé les résultats d'analyse. Voyons cela. Le superintendant consulta ses dossiers. Le sang avec lequel a été rédigé, l'inscription « Les Juifs ne seront pas châtiés en vain » était celui de la victime, Jenny. Aucune autre indication. J'ai aussi le résultat des analyses concernant le bout de tissu découpé sur la robe de la sage-femme, Martha Sidgwell. C'est bien du sang humain, mais pas celui de l'une ou l'autre des 2 filles assassinées. Quant aux traces de sang sur le couteau du rabbin, aucun doute, c'est celui d'un mouton. Bref, aucun intérêt. Excédé,
Le superintendant écarta les dossiers. Higgins nota qu'il avait oublié d'en ouvrir un. Et celui-là, aussi inintéressant que les autres, il concerne les morceaux de verre recueillis près du cadavre de la seconde victime. Du verre, rien que du verre. Ça n'a peut-être aucun rapport avec le meurtre. Trop tôt pour l'affirmer. Aucune marque, aucune trace d'une matière quelconque. Aucune, à part de l'eau de pluie et un peu de boue sur certains morceaux. Et de votre côté, Higgins, une piste sérieuse. Pas encore. Je me suis contenté de réfléchir. Le temps presse. J'en suis conscient, mon cher Marlowe. Il faut nous attaquer aux suspects. Je suis persuadé que l'assassin se trouve parmi eux. C'est très probable. Le premier interrogatoire s'est avéré décevant. Mais vous conviendrez qu'il nous faut avancer avec prudence. Cette fois, Marlowe appréciait le sens de la mesure dont faisait preuve son collègue. À propos, Higgins, je voulais vous remercier pour votre intervention devant le grand patron du Yard. C'était... comment dire? Je suis à la retraite, mon cher Marlowe. Alors que vous avez une belle carrière devant vous. Le téléphone sonna. Le superintendant décrocha. Il écouta avec attention son correspondant. Quelqu'un veut vous parler, Higgins. À vous et à vous seul. Acceptez-vous de le prendre? L'ex-inspecteur-chef hocha affirmativement la tête. Scott Marlowe lui tendit le combiné. Higgins à l'appareil. Oui, je vous écoute. Oui, très attentivement. Oui, moi seul et notre entretien n'est pas enregistré. Vous pouvez parler librement. Quelques secondes plus tard, l'ex-inspecteur-chef raccrocha. Un rendez-vous pour demain matin, expliqua-t-il à Scott Marlowe, intrigué. Avec qui? Ce n'était quand même pas... L'éventreur. Qui sait? Répondit Higgins. Troublé, le superintendant se leva. Vous ne pouvez pas partir sans protection. Qui vous a fixé ce rendez-vous? Il n'a pas donné son nom. L'endroit? Désolé, mon cher Marlowe. Il exige que je sois seul.